C'est un livre que j'ai écrit parce que je suis natif du Cantal, j'ai vécu dans la Drôme, et puis je voyais qu'il se passait plein de choses positives dans les campagnes, et j'entendais un discours décliniste, déprimé, déprimant, et je me disais qu'il y avait un truc qui collait pas. Et donc, pour en avoir le cœur net, je suis allé au bout de la démarche, et j'avais envie de voir si effectivement les campagnes étaient en crise, comme on l'entend beaucoup, et comme les habitants des campagnes le pensent souvent, ou est-ce que finalement les campagnes vont mieux qu'on le pense, et dans ce cas-là, il y a un gros problème, c'est qu'elles ferment les yeux sur leur propre potentiel. Et c'était un peu mon intuition de départ, et je pense que cette intuition s'est vérifiée. Je vais essayer de vous convaincre là-dessus. Est-ce que pour autant je dis que tout va bien dans les campagnes? Évidemment non. D'abord, j'y reviendrai, il y a des campagnes qui ne vont pas bien, c'est-à-dire que quand on parle des campagnes, en fait, on est déjà dans l'erreur parce qu'il y a des situations trop variées pour pouvoir dire les campagnes, mais bon, on va le faire quand même. Mais effectivement, certaines ne vont pas bien. Par contre, ma théorie, c'est qu'elles peuvent toutes aller bien. Et je vais revenir dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, qu'est-ce que les campagnes? Si on avait le temps et que je vous posais la question, je pense que nous aurions à peu près, on est à peu près, je sais pas, une cinquantaine, on aurait à peu près 48 réponses différentes. Donc subjectivement, c'est extrêmement compliqué de définir ce qu'est la campagne. Donc on est obligé d'aller chercher des choses officielles, des définitions officielles. Et là, problème, pendant très longtemps, l'Institut national de la statistique ne définissait pas ce qu'était la campagne. La campagne était tout ce qui n'est pas urbain. Donc c'était vraiment une définition en creux. Et je parle au passé, mais en fait, la définition officielle était en creux jusqu'à novembre 2020. Donc ça fait 4 mois seulement qu'on a une vraie définition du rural. Je vais y revenir. Juste avant, comment on définissait les campagnes? Je vous ai dit en creux. Était campagne, ce qui n'était pas urbain. Et l'INSEE suivait une approche qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire en essayant de regarder ce que le territoire fait avec les autres. Donc, ils ont eu plusieurs notions, comme celle d'aire urbaine, qui a récemment été remplacée par la notion d'aire d'attraction des villes. Donc l'INSEE trace une carte et nous dit, voilà ce que c'est, donc vous l'avez ici, c'est l'approche fonctionnelle, c'est l'aire d'attraction des villes, et donc on part des villes, c'est vraiment le centre, et on regarde jusqu'où s'étend la ville, et ensuite, et rural, ce qui reste, quelque part. Pourquoi pas? Sauf qu'il y a un problème, eh bien c'est que vous avez des communes qui se retrouvent dans l'aire d'attraction des villes, parce que la définition pour être dans l'aire d'attraction des villes, c'est d'avoir 40% des actifs de sa commune qui travaillent dans le pôle de la ville. Mais si on rentre un peu dans les détails, on peut prendre la petite commune d'Afou, qui est dans le Rhône, à 1 heure de Lyon. On est vraiment à 1 heure de Lyon. Vous avez 369 habitants à Afou. Et si on prend la définition de l'INSEE, il suffit que 28 habitants de cette commune travaillent dans le pôle de Lyon, même pas dans Lyon, mais dans son pôle, pour que la commune appartienne à l'aire d'attraction de Lyon, et donc que, implicitement, ses habitants soient tous, les 369, considérés comme des urbains. Donc ça pose un problème, puisque avec cette définition, vous n'avez plus en France que 7% de ruraux, soit 5 millions d'habitants sur les 67 millions de notre pays. Je pense que cette définition est tout sauf anodine et qu'elle explique en partie le sentiment de déclin qu'on entend beaucoup dans les campagnes, dont j'ai parlé au début, et aussi le sentiment un petit peu de mépris qui est souvent ressenti par les ruraux, puisqu'ils sont au mieux dans l'aire d'attraction des villes, merci pour eux, au pire, en dehors de l'attraction des villes, c'est-à-dire dans le désert, pour la statistique publique. Alors, heureusement, les gens de l'INSEE sont des gens très bien, ils ont vu que ça posait quand même un gros problème, et donc récemment, ils ont enfin défini ce que c'était le rural. Donc, le rural, c'est l'ensemble des communes peu denses, très peu denses, qui composent notre pays. Donc là, on se rapproche d'une définition européenne qui est celle de la densité. Donc c'est une approche qui n'est pas fonctionnelle, qui ne dépend pas de là où travaillent les gens, mais qui dépend du nombre d'habitants. Et donc c'est l'approche que vous avez à droite, l'approche morphologique. Et d'un coup, il y a beaucoup plus de campagnes. Et pour être exact, donc on a plus de 7% de ruraux en France, mais on en a 32,6%, soit en gros 22 millions d'habitants au lieu de 5 millions d'habitants. Donc ce qui change quand même à peu près tout. Et ce qui remet un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit parfois, en tout cas la campagne au milieu de la France. Voilà pour cette émoche de définition. Une fois qu'on a fait ça, cela dit, et qu'on s'est dit, ok, les campagnes en France, c'est les territoires, c'est les communes peu denses
et très peu dense, on n'a pas résolu tous les problèmes. Et c'est là que l'approche fonctionnelle, évidemment, de l'INSEE était intéressante, parce qu'elle essayait de réfléchir aux relations que les villages ont avec les villes proches, etc. etc. Donc si on rentre un petit peu dans les détails et si on essaye d'enrichir un peu la définition, on peut aller vers la définition, cette carte du Commissariat Général à l'égalité des territoires, c'est l'ancien nom de l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, qui essaye de rentrer un petit peu dans les détails et qui trouve 7 types de campagnes en France, regroupées en 3 grandes catégories: campagne des villes, du littoral et des vallées urbanisées, donc en gros la périurbanisation, les campagnes agricoles et industrielles qui sont sous faible influence urbaine, et puis les campagnes en difficulté, qui sont qualifiées de campagnes vieillies à très faible densité, donc celles qui vont du vert au bleu. J'ai fait un petit zoom sur le département qui vous intéresse le plus, et vous voyez que on a évidemment toute une partie des campagnes qui sont tout à fait périurbaines, autour de Montpellier et de Béziers. Des campagnes aussi qui subissent, les campagnes que vous voyez en marron, qui subissent là pour le coup une pression foncière très importante. Vous avez très peu de communes où l'agriculture et l'industrie sont dominantes, contrairement au nord de la France notamment, et puis des campagnes plus en difficulté, là où nous sommes à peu près, où là on a une situation assez classique, assez massif central finalement, mais on a vu tout à l'heure que le nord de l'Hérault était évidemment dans le massif central. Donc ça c'est une première façon d'enrichir. La deuxième, c'est de regarder un peu comment les gens se déplacent, et là on voit bien que les frontières entre l'urbain et le rural ont toujours été compliquées à définir, mais le sont de plus en plus. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les communes selon, alors ça c'est un graphe assez intéressant je trouve, on regarde le nombre d'emplois et le nombre d'actifs occupés par commune. Donc toutes les communes en rouge sont des communes où on a plus d'actifs que d'emplois, c'est-à-dire que ce sont des zones résidentielles. Et en bleu, on a plus d'emplois que d'actifs, c'est-à-dire que ce sont des zones de production économique. Et on voit très bien que le phénomène de périurbanisation, qui était très concentré, qui était très limité dans les années 70, on voit apparaître très nettement Toulouse, un tout petit peu Bordeaux, et puis évidemment la région parisienne, aujourd'hui qui est présent absolument partout, à part quelques zones de l'Aveyron, du Cantal, dans ce qu'on appelait alors la diagonale du vide, mais globalement, la périurbanisation est un phénomène massif et national. Et du coup, définir où commence la campagne et où elle s'arrête, c'est pas facile. Alors toutes ces difficultés, j'ai fait un peu long sur la définition, mais je pense que c'est important parce que ces difficultés, ça ouvre la porte à des analyses un peu faciles, un peu géographisantes. Quand je dis géographisantes, c'est expliquer une situation sociale par le spectre de la géographie et par le spectre du territoire. Et donc, on aboutit à des conclusions du type: il existe une France périphérique, donc ça c'est l'expression de l'essayiste Christophe Guilluy. Donc toute la France qui n'est pas dans les métropoles ou dans ses banlieues proches est une France périphérique, donc oubliée, mise de côté au profit d'une élite des métropoles, avec, chez Christophe Guilluy, une petite connotation aussi sur le fait que ce sont les petits blancs qui sont dans la France périphérique, et au contraire, finalement, les immigrés sont intégrés aux dynamiques métropolitaines, et donc finalement, il y a presque une préférence pour la mondialisation qu'une préférence nationale. Et donc, ça peut alimenter tout un discours derrière, repris évidemment, ils ne se sont pas privés par le Front National. Autre lecture géographisante, à mon avis un peu rapide, celle qui a consisté à dire que les Gilets jaunes étaient une mobilisation rurale. Les sociologues qui ont travaillé dessus disent que c'est beaucoup plus compliqué. On a eu beaucoup de mobilisations dans le grand périurbain parisien notamment, alors que certains points du Massif central, comme le Cantal, ont eu une assez faible finalement mobilisation des Gilets jaunes. Donc voilà. De mon point de vue, je trouve que la grille la plus efficace pour voir quelle France va bien et quelle France va mal, c'est celle en gros du nord et du sud, de tracer une diagonale à peu près de Cherbourg à Genève, et en gros tous les territoires qui sont en dessous vont assez bien. Ici vous avez le taux l'évolution de la population liée au cycle migratoire seulement, donc les arrivées moins les départs, et on voit qu'au sud de cette diagonale,
bah, globalement, quasiment tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient villes moyennes, qu'ils soient petites villes ou qu'ils soient campagnes, attirent. Et donc il me semble que cette grille de lecture est beaucoup plus pertinente que l'autre, que celle par la taille. On peut le voir aussi sur l'évolution du nombre total d'emplois. Donc ça, c'est une carte anamorphosée qu'on avait construite il y a quelques années pour un dossier. On voit que, effectivement, sur les créations d'emplois, on dirait qu'il y a deux France. Une France qui a disparu, celle du nord de ma diagonale, et puis une France qui croît presque toute seule, qui est au sud. Même chose si on regarde la carte de l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur les villes moyennes et sur leur fragilité. Donc calculer un indice de fragilité, on voit que quasiment toutes les villes moyennes du nord de cette diagonale sont en difficulté et que quasiment toutes celles du sud sont en situation plus favorable. Donc il me semble que c'est une grille de lecture plus pertinente. Voilà pour des éléments de définition. Je vous propose maintenant rapidement un constat, plutôt voilà, de décliner 5 idées reçues sur le déclin des campagnes. Donc, je pars des idées reçues, typiquement on fuit les campagnes, il ne reste que des vieux et des pauvres, et on regarde pourquoi c'est plus compliqué. Donc première idée reçue, je viens de vous la dire, on a été traumatisé en France par 150 ans d'exode urbain, 125 ans plutôt, entre en gros 1850 et 1975, où les campagnes ont perdu 12 millions d'habitants au profit des villes. J'ai dit quelque chose? C'est l'exode rural. L'exode rural, j'ai dit urbain? Autant pour moi, l'exode rural, tout à fait. 125 ans très traumatisants pour les territoires ruraux, et je pense que ça explique aussi une partie du malaise encore actuel. Sauf que depuis 1975, on a un renversement démographique, on a 5 millions de néo-ruraux qui sont arrivés. Et si on prend j'ai pris une année 2017 où on avait les chiffres de l'INSEE pour vous donner une idée, c'est 90 000 habitants, 712 000 habitants ont quitté les villes pour aller à la campagne et 622 000 ont quitté la campagne pour aller en ville. Donc le seuil est de 90 000. Donc en gros, ça fait 1 million d'habitants tous les 10 ans à peu près. C'est pas énorme, mais enfin c'est un renversement démographique quand même, puisqu'il s'inscrit déjà sur le temps long, puisque c'est déjà plus de 40 ans que c'est en place. Alors vous me direz, vous aurez raison, oui, mais c'est pas forcément une renaissance des campagnes, c'est avant tout un mouvement de périurbanisation. Et quand on s'installe à 10 km de Montpellier, on n'est pas franchement rural. Vrai, 2 tiers de la renaissance des campagnes, la renaissance démographique, sont encore liés aujourd'hui à la périurbanisation. Mais, et c'est assez nouveau, on a... ah oui, et deuxième limite, certaines campagnes n'ont jamais renversé l'exode rural, par exemple le Cantal, sa population n'a eu de cesse de baisser depuis 1850. Bien sûr parce que le sol naturel est négatif, mais ça comme dans beaucoup de territoires ruraux qui sont quand même vieillissants. Mais contrairement à sa voisine, la Haute-Loire par exemple, où je pense l'Aveyron aussi, j'ai parlé de l'Aveyron, mais je pense que c'est pareil, là on a eu le renversement démographique, le Cantal on ne l'a pas eu. Donc il y a encore des territoires en déprise, mais globalement, donc, le sol migratoire est excédentaire en moyenne, et ce qui est intéressant c'est que c'est notamment le cas dans les communes peu denses. Ce sont elles, sur les 10 dernières années, notamment depuis le début des années 2000, c'est les communes peu denses qui ont connu la plus forte croissance démographique. Et les communes très peu denses, elles aussi, ont connu une croissance démographique. Donc c'est pas qu'une question de périurbanisation, ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas mis, j'aurais pu vous mettre une carte de plus qui le montre, mais en tout cas, ça c'est très clair. L'autre élément important, c'est que ce ne sont pas seulement des retraités qui s'installent à la campagne et dans les communes peu denses et très peu denses. Ce sont beaucoup d'actifs. Et parmi eux, ce sont les cadres qui sont les plus représentés et de très loin. C'est qui ces gens? Ce sont des gens qui ont la chance de pouvoir choisir leur vie, soit faire des grands trajets parce qu'ils ont des moyens, une capacité de se connecter rapidement, etc., soit évidemment d'être en télétravail. Mais ça change quand même beaucoup le paysage socio-démographique des campagnes, puisque vous voyez qu'entre 1980 et 2014, on a 2 millions d'actifs qualifiés supplémentaires dans les espaces peu denses qui sont arrivés. Donc c'est vraiment pas rien. Et on a les effectifs des bacheliers qui ont été multipliés par 6 en 40 ans. Alors certes, le niveau scolaire moyen est monté partout, y compris dans les campagnes, mais c'est aussi un signe de plus de la renaissance démographique des campagnes. Et tout ça est très très antérieur au Covid. Hein. Donc on ne parle même pas du tout du Covid, on l'évoquera en conclusion, parce que on peut débattre de savoir quel effet ça aura sur les campagnes, mais là on est vraiment en amont. Hein. Comme l'a dit M. Barès, mon livre a été écrit 1 an et demi avant le Covid. Je vous ai pris, juste pour vous montrer un petit zoom local évidemment. Donc là on a le taux d'évolution
Même carte que tout à l'heure, le solde migratoire des communes de l'Hérault et un peu plus large, des départements voisins. Donc vous voyez, regardez bien la date, on est entre 1968 et 1975, donc on voit clairement les difficultés dans toutes les zones peu denses, notamment de l'Aveyron. Et la même carte aujourd'hui, enfin 2012-2017, dernier chiffre, on voit qu'on voit rien, et qu'on ne peut absolument pas tirer de conclusion sur le fait que les campagnes souffriraient plus que les villes. On voit bien sûr que Montpellier, Béziers et la côte restent attractifs, mais pas toutes les communes. Et on voit que tout un tas de communes très rurales ont des taux d'évolution, je n'ai pas mis la légende, c'est pas très malin, mais des taux d'évolution de la population assez importants. Deuxième idée reçue, il n'y a plus de boulot à la campagne. Alors, les campagnes sont des territoires essentiellement agricoles et industriels. C'est ça le profil dominant économique. Et donc, c'est deux secteurs qui ont connu évidemment une crise majeure. Des brises agricoles, vous perdez chaque année, si vous êtes un territoire rural du Massif central par exemple, vous perdez chaque année des dizaines, voire des centaines d'emplois, chaque année depuis 50 ans. Donc c'est une crise énorme. Et par ailleurs, vous avez évidemment, là plus dans l'est de la France, une désindustrialisation qui a été assez massive dans certains territoires fragiles. Et à la campagne, un des défauts, on y reviendra, une des faiblesses, c'est que vous n'avez pas forcément un tissu économique très varié. Vous pouvez avoir une grosse entreprise qui tenait le territoire quelque part, et le jour où elle ferme, évidemment, c'est pas du tout pareil que quand ça arrive en ville. Donc, vous avez une situation structurellement très compliquée. Malgré tout, en 1971, les territoires non métropolitains, c'était 58,7% des emplois. Aujourd'hui, 2011, c'est 56,3%. Donc vous voyez qu'en 40 ans, en 50 ans, où en 40 ans, où on a une double crise vraiment très profonde, les campagnes ont perdu moins de 2 points d'emploi, relativement aux métropoles. Donc c'est pas du tout énorme. Deuxième élément important, la part des emplois productifs. Alors là, je suis désolé, c'est un peu du jargon d'économiste. L'INSEE regarde ce qu'elle appelle la sphère productive et la sphère résidentielle quand elle regarde les emplois. La sphère résidentielle, c'est répondre aux besoins locaux de la population, le coiffeur, le boucher, etc., l'aide à domicile, etc. Et elle calcule aussi la part des emplois productifs. Alors c'est des emplois mal nommés parce que tous les emplois sont productifs, mais derrière ce terme d'emploi productif, c'est tous les emplois dont la production est essentiellement consommée en dehors de la zone de production. Donc, on va dire la capacité exportative des territoires pour aller très vite. Pas forcément exportation à l'étranger, mais exportation en dehors du territoire de production. Et bien, la part des emplois productifs est quasiment la même en dehors des métropoles que dedans. C'est 34% des emplois en dehors des métropoles, 35% dedans. Donc, il n'y a pas de surproductivité ou de surcapacité des métropoles à exporter, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu. Je vous ai fait le petit zoom local. Voilà, ça c'est l'évolution annuelle de l'emploi. Là encore, il n'y a pas la légende, c'est formidable. L'évolution annuelle de l'emploi pour les emplois productifs. Donc, je rappelle, qui vont essentiellement à l'extérieur de la zone de production. On voit que, certes, là c'est l'emploi tout court. Donc on voit effectivement que là, sur l'emploi tout court, on a eu on voit la crise, on voit qu'on continue à avoir la crise de l'emploi dont on parlait à la campagne, mais sur la capacité productive, voilà, cette fois il y a tout, il y a la légende, et bien on voit que les territoires ruraux sont tout aussi productifs, selon ce terme de sphère productive, que les territoires urbains, et ils le sont même, dans le cas de l'Hérault, ils le sont même plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'agriculture et d'industrie, et qu'en général, vous ne mangez pas toute votre production agricole sur le territoire, et vous ne consommez pas tous les biens industriels produits sur votre territoire. Alors que sur la côte, vous avez beaucoup plus de réponses à des besoins locaux, restaurants, etc. Donc, sur le plan de la production, les campagnes ne sont pas du tout à la rue, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Et puis, non seulement ils ne sont pas à la rue, mais vous avez aussi tout un tas de bassins d'emploi qui sont ultra dynamiques à la campagne. Vous avez des champions nationaux, pour deux raisons. Sur le taux de chômage, vous avez deux types de champions nationaux. Vous avez Saint-Flour, par exemple, dans le Cantal, où là, vous avez un plein emploi par défaut, c'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas assez d'actifs. Il y a des entreprises qui sont encore là, qui sont encore en bonne santé, mais qui ne trouvent pas assez d'actifs,
parce que malheureusement il y a trop d'actifs qui sont partis ou pas assez qui sont arrivés. Donc là on a un plein emploi que j'appelle par défaut, qui est pas terrible on va dire. Et puis vous avez des petits miracles locaux comme les herbiers en Vendée ou en Mayenne, vous avez ça aussi, avec des entreprises qui ont une telle croissance à la campagne qu'elles n'arrivent pas du tout à trouver des gens pour occuper les emplois. Les herbiers par exemple, 16 000 habitants, donc on est en Vendée, 16 000 habitants, pas d'hôpital, pas de gare, 13 000 emplois privés, 41% d'emplois dans l'industrie. On est en pleine campagne, dépendant d'aucune ville, petit écosystème local où les gens ont su garder les entreprises et le capital sur le territoire et où il n'y a aucun problème pour s'inscrire dans la production moderne et même dans la mondialisation. Donc voilà, il n'y a plus de la campagne, non. Troisième élément, les campagnes des territoires toujours plus pauvres. Alors ça c'est un cliché aussi qu'on entend énormément, les campagnes c'est des endroits où tout le monde s'est appauvri. La littérature scientifique est vraiment unanime sur le sujet, c'est faux. Les inégalités territoriales de revenus n'ont jamais été aussi faibles. Je vais vous montrer ici. Alors, j'ai d'abord un zoom local. Alors là, on pourrait dire, si on regarde la situation de l'Hérault, on pourrait dire qu'effectivement, les campagnes sont particulièrement pauvres par rapport aux villes. Cela dit, le centre-ville de Montpellier, là c'est interactif les chiffres, donc je ne peux pas vous les montrer parce que moi j'ai juste une capture d'écran, mais je peux vous dire que le centre de Montpellier est plus pauvre que la plupart des communes autour d'ici en termes de revenus moyens des habitants. Mais on pourrait dire oui, mais bon, c'est de la périurbanisation, la ville est quand même plus riche. Oui, souvent la ville est plus riche, mais en tout cas, les inégalités territoriales, elles chutent. Ça, c'est le coefficient de Gini des inégalités territoriales de revenus entre départements en France depuis 1922. C'est 3 chercheurs qui se sont amusés à calculer ça. Le coefficient de Gini, c'est un coefficient qui mesure les inégalités. Plus il se rapproche de 0, plus les inégalités sont faibles. Plus il se rapproche de 1, s'il était à 1, les inégalités seraient maximales. On voit que ces inégalités ont chuté de façon assez significative depuis presque un siècle, même si la baisse est un peu plus lente ces dernières années. Et je vous ai mis un deuxième graphique qui est celui de l'évolution du revenu disponible brut par habitant entre 2007 et 2017, pour aller un peu plus loin que 2012, parce que c'est pas du tout la même source et le même truc, mais c'était juste pour qu'on s'amène un peu plus proche de nous, et là on est en 2017. Et on voit que les régions les plus pauvres en France sont celles qui ont connu l'évolution du revenu disponible brut la plus rapide entre 2007 et 2017, qui était pourtant censée être celle du printemps des métropoles, j'y reviendrai. Donc on voit que l'Île-de-France est la région dont les revenus ont le moins progressé, et que Mayotte, pour prendre un cas extrême, est celle où ça a le plus progressé. On reviendra dessus, on expliquera pourquoi. Dernière carte, alors elle est liée au graphique précédent sur la courbe qui descendait, c'est le rapport, donc c'est une comparaison des revenus par département par rapport à la moyenne nationale. Donc par exemple en noir ici, si on prend le Gard par exemple ici, en 1922 les habitants du Gard avaient moins de 75%, leur niveau de vie était inférieur, était par exemple entre 50 et 75% de ce qu'il était en moyenne au niveau national. Et on voit bien que les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Bordeaux, étaient beaucoup plus proches de 100. Et on voit d'ailleurs au passage que le nord-est était la région, le nord et le nord-est étaient des régions assez riches. Alors que ma fameuse diagonale Cherbourg-Genève, si vous vous en souvenez, était complètement opposée. C'était tous les territoires au sud qui étaient particulièrement pauvres. J'ai le chiffre en tête pour la Lozère, et là, c'était 48% du revenu moyen. C'est-à-dire qu'un Lozérien avait 2 fois moins que la moyenne des Français. Aujourd'hui, 2015, on est dans cette situation. Donc on voit que les départements les plus riches se sont plutôt rapprochés de la moyenne, et que surtout que les départements les plus pauvres se sont largement rapprochés de la moyenne, et donc on a eu une fonte des inégalités qui s'est faite par le bas, les départements les plus pauvres rattrapant progressivement la moyenne nationale. Alors pourquoi tout ça vient? Ça vient d'une part de la résilience économique des territoires dont je vous parlais, le fait qu'il continue à y avoir de l'emploi, c'était le point précédent, et d'autre part, c'est un effet directement lié à la protection sociale, et là c'est mon point 4, non, les campagnes ne sont pas abandonnées par la France et par Paris. La protection sociale,
donc l'ensemble des prélèvements qu'on a sur nos salaires et via nos impôts, et qui est redistribué, et de loin le plus gros investissement national, très loin devant les services publics. Prenez juste, alors c'est un chiffre qui date un peu, mais le mécanisme est toujours le même, et je n'ai pas revu ce calcul-là, mais c'est l'économiste Laurent Davies qui a fait ça. Entre 2002 et 2006, il y a 1,2 million de retraités qui ont changé de résidence. Le simple fait que ces 1,2 million de retraités changent de résidence, se déplacent, ça a déplacé 20 milliards d'euros. Voilà, 20 milliards d'euros par an. Donc chaque fois que les retraités partent d'un endroit et vont à un autre, ils déplacent avec eux leur pension de retraite. Et si on prend le montant total des retraites en France, qui est autour de 350 milliards d'euros, eh bien, on voit que le rapport avec la dotation globale de financement qui est observée, donc qui est la principale dotation de l'État aux collectivités locales, elle est 10 fois inférieure à ce montant des retraites. Donc l'enjeu principal dans l'abandon des campagnes, selon moi, il n'est pas tellement dans les dotations de l'État aux collectivités, il est plutôt dans la protection sociale qui redistribue de façon spectaculaire les inégalités territoriales. Après, il y a évidemment la question des services publics. Alors, est-ce que les campagnes ont été abandonnées par Paris? D'abord, première observation, les services publics ont reculé partout. Baladez-vous pour ceux qui connaissent le centre de Montpellier, je pense que si vous allez à la Poste, vous verrez que d'abord, il n'y en a plus beaucoup, et qu'il y a une queue assez énorme devant. Donc, en ville et à la campagne, il y a eu le même phénomène. La question, c'est de savoir est-ce que les services publics ont reculé davantage à la campagne qu'en ville. Il y a une étude qui s'est penchée sur le sujet, qui estime que oui, que les services publics physiques ont plus reculé à la campagne qu'en ville. Mais il faudrait rentrer dans les détails parce que, évidemment, si on prend la question des maternités, par exemple, elles ont été volontairement fermées dans les campagnes, soi-disant en raison de la sécurité des futures mamans. Donc, on pourrait débattre de ça, mais en tout cas, effectivement, ça a fait des fermetures très spectaculaires dans les campagnes, là où les villes n'ont pas perdu leur maternité, évidemment, puisqu'elles englobaient ensuite les patientes qui ne pouvaient plus aller dans les hôpitaux ruraux. Mais si on regarde les services publics en général, l'évolution est moins spectaculaire, et surtout, il faut bien garder en tête que les campagnes sont globalement mieux équipées que les villes. Alors quand je dis ça, ça fait hurler tout le monde, donc ne hurlez pas trop vite, on en débattra après si vous voulez. Mais les campagnes sont globalement mieux équipées, rapportées au nombre d'habitants, que les villes. C'est vrai, si on regarde les écoles, vous avez par exemple en Lozère, vous avez 15 enfants par classe en moyenne dans les écoles primaires de Lozère, et c'est 23 dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Pourquoi? Parce qu'en Lozère, vous ne pouvez pas vous permettre de supprimer trop d'écoles si vous ne voulez pas que les enfants fassent 50 km chaque matin. Donc vous êtes obligé de mailler le territoire à peu près régulièrement, et donc, in fine, il y a moins de gens, il y a moins d'élèves dans les campagnes, le taux d'encadrement est meilleur. Alors après, on pourrait débattre de est-ce que la qualité de l'enseignement est la même, est-ce que les métropolitains n'ont pas plus d'offres culturelles, etc. dans les écoles, on peut en débattre. En tout cas, il y a des moyens. Même chose pour les EHPAD, il y a plus de places d'EHPAD à la campagne rapportées à la population de plus de 75 ans, c'est bien corrigé du biais démographique, et les places sont moins chères. Bref, on peut prendre plein de thèmes sur lesquels vous avez autre chose sur l'offre culturelle. On sous-estime énormément l'offre culturelle. Il y a plus de places de cinéma par habitant en Drôme-Ardèche qu'à Lyon. Donc voilà, on a des exemples. Donc l'explication, j'ai commencé à dire, il y a le maillage qui est nécessaire, maillage minimal. Et puis il y a 36 000 élus dans ce pays qui ont courageusement affronté les restrictions budgétaires et se sont battus contre, et l'un dans l'autre ont quand même réussi à maintenir un niveau d'équipement des territoires assez remarquable. Dernière idée reçue, c'est l'idée que les métropoles vont tout rafler. Donc ça a été une idée qui a été assez mise en avant par toute une école économique qui s'appelle la Nouvelle Géographie économique, et puis qui a été reprise par la classe politique globalement, notamment au tournant des années 2010, où effectivement il y avait des stats un peu plus favorables aux métropoles. Certains ont parlé de printemps métropolitain, c'était enfin le réveil des métropoles qui comptent, parce que beaucoup de nos économistes se lamentaient de voir que Barcelone, Munich, etc. fonctionnaient très bien, alors que Lyon, Toulouse et Bordeaux étaient moins fonctionnels. Et donc, ils nous ont dit, ça y est, on a le printemps métropolitain, et donc il faut l'accélérer. Et c'est ce qui a justifié en partie les réformes de la loi NOTRe de
2015 et la création des giga-régions. Il nous fallait des giga-régions qui s'appuient sur des métropoles puissantes pour peser à l'échelle européenne. Or, si on regarde très en détail les stats, il y a eu un printemps métropolitain, c'est vrai, mais seulement dans quelques métropoles. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon essentiellement. Si on regarde les autres performances en termes de création d'emplois sur cette période, enfin sur la période entre 2000 et 2020 en gros, mais surtout après la crise, entre 2008 et le Covid, on va dire, Paris n'a pas fait des meilleures stats que la moyenne française, et Lille, Strasbourg, Nice, Rouen et Grenoble ont fait pire. Grenoble étant quand même l'archétype normalement de la métropole innovante qui a qui investit dans les secteurs d'avenir, qui a des ingénieurs, etc. Donc c'était un peu le modèle de tous les économistes en disant regardez, il faut faire Grenoble partout, enfin en tout cas il faut qu'on ait des Grenoble puissants un peu partout en France et puis qui puissent ruisseler sur le reste du territoire. C'était ça la logique. Des wagons, comme c'était appelé, qui ruisselleraient sur leur territoire. Et donc, pour justifier cette littérature, il y avait notamment des calculs qui ont été faits par Laurent Davezy, notamment sur la surproductivité de l'Île-de-France. Il montrait que l'Île-de-France avait plus d'emplois par habitant, des emplois plus productifs. On divise la valeur ajoutée créée par les entreprises, et on la rapporte au nombre de salariés, on dit « Ah, bah, les entreprises en Île-de-France sont plus productives ». Et en fait, l'économiste Olivier Coupa-Olga a montré que non, Paris rassemble artificiellement beaucoup d'activités, de banques, d'assurances, etc., et tous les sièges nationaux, avec des gens très bien payés, toutes les boîtes du luxe, etc. Et donc ça fausse en fait les statistiques, et si on enlève l'Île-de-France de ce calcul, parce que région très particulière, et qu'on regarde les autres régions et qu'on les compare entre elles, on ne voit pas de différence. Le Limousin s'en sortait pas particulièrement moins bien que la région Rhône-Alpes, qui est à Lyon par exemple. Donc ça permet de dire, et aujourd'hui quasiment tout le monde est revenu un peu de cette mode du printemps des métropoles et dit oui, il n'y a pas de surproductivité des métropoles, c'est pas parce qu'on est gros qu'on produit plus, qu'on produit mieux, qu'on produit plus vite, qu'on innove plus. Et donc ça, on est en train un peu de revenir dessus, mais on a perdu du temps quand même. Oui, comme je le disais, on s'est un peu laissé abuser, enfin je dirais que j'étais pas dedans, mais collectivement on s'est un peu laissé abuser par le... On a fait une confusion entre le fait de créer de la richesse et d'arriver à la capter. Hein, ce qu'on a appelé, ce que je vous ai expliqué pour les assurances, etc. Ou sur voilà, la principale richesse du quartier d'affaires de la Défense, c'est de prendre de l'argent ou de financer des territoires qui sont en général pas à la Défense. Donc la productivité, calculer la production du quartier de la Défense à Paris, c'est complètement... Enfin, c'est absurde dans la mesure où on ne sait pas très bien où se crée vraiment la valeur. C'est très dur de dire géographiquement, c'est là que vient la valeur. Et il semblerait quand même que la richesse soit davantage dans le réseau et dans la capacité des entreprises à fonctionner par exemple avec un siège à un endroit, des usines pas très loin, c'est notamment le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, son fameux réseau industriel de PME, je ne vous fais pas la prononciation en allemand parce que ceux qui le parlent vont rire, donc le réseau de petites PME et ETI allemandes qui fait rêver tous nos dirigeants, et pour le coup à juste titre, lui est à la campagne, et vous avez des villes secondaires, des métropoles régionales type Munich qui sont très puissantes, avec un moindre écart, un moindre déséquilibre avec Berlin, qui n'est pas du tout une capitale hypertrophiée comme Paris. Donc il semblerait qu'au contraire, ce soit dans le réseau et dans le fait d'être éparpillé, qu'on crée le meilleur écosystème économique, on y reviendra. Dernier élément sur le fait que les métropoles ne vont pas tout rafler, il faut quand même rappeler que l'Île-de-France, qui est censée être la métropole mondiale par excellence, c'est la région la plus répulsive de France, c'est la seule qui perd des habitants depuis 30 ans, qui a un solde migratoire négatif, c'est-à-dire plus de départs que d'arrivées. L'Île-de-France maintient sa population pour une seule raison, c'est qu'il y a un taux de natalité encore élevé dans les départements populaires de l'Île-de-France, notamment la Seine-Saint-Denis. Autrement, la population de l'Île-de-France baisserait, ce serait une bonne chose, à mon avis, mais en tout cas, que le symbole des métropoles soit aussi la région la plus répulsive de France, je pense que ça doit nous faire réfléchir sur le modèle métropolitain. Alors voilà pour le constat qui était un peu long. Maintenant, on a, je pense, 10 raisons de ne pas désespérer pour les campagnes. La première, c'est évidemment l'importance de la qualité de vie. Alors, encore une fois, j'ai écrit ça avant le Covid, hein, donc vous voyez qu'on est quand même dedans. Tout semble montrer que la qualité de vie prend de plus en plus d'importance et de moins en moins sacrifiable pour les gens. C'est-à-dire qu'avant, on était prêt à partir
en ville, quitte à sacrifier sa vie personnelle, notamment si on était un ex-rural. On se disait, bon, bah, tant pis, il faut aller à la ville, c'est comme ça si je veux faire carrière. C'est de moins en moins vrai, les gens tolèrent de moins en moins ce sacrifice-là. La qualité de vie, c'est pas que le fait de voir des arbres, des prés et des vaches dedans. La qualité de vie, c'est d'avoir une armature de services, commerce, services publics, oui, commerce et services publics essentiellement, et la bonne nouvelle, offre culturelle évidemment, et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les petits centres-bourgs, les petites villes, et les villes moyennes, mais même en deçà, hein, en gros les villes de 5 à 20 000 habitants, offrent un niveau de service de premier niveau qui est pas du tout ridicule et qui est quasiment équivalent à celui des métropoles. Quand je dis premier niveau, c'est commerce privé, commerce de bouche, etc., cinéma, collège, gymnase, voilà, ce genre de choses, d'équipements de premier niveau. Là, si on regarde les équipements de premier niveau, les chercheuses Magali Talandier et Valérie Jousson ont montré que le niveau d'équipement était sensiblement le même. Donc, c'est grâce à ça aussi que les campagnes peuvent revivre. Et si on a une renaissance des campagnes aujourd'hui, c'est parce qu'on a maintenu dans toutes ces petites villes qui jouent un rôle de pivot pour les campagnes autour, un certain niveau d'équipement. Et si vous n'avez pas ce niveau minimum, effectivement, la renaissance ne se fait pas. Dernier changement, quand j'ai commencé sur les raisons de ne pas désespérer, j'ai commencé par la qualité de vie. C'est pas un truc c'est pas un argument de développement personnel, etc. C'est un argument purement économique quand je dis ça, parce que les néo-ruraux qui s'installent viennent en général pas le sac à dos vide. Ils viennent soit avec leur emploi, soit avec leur entreprise. Hein. Une étude a montré que la localisation des entreprises dans le sud-ouest, une chercheuse a regardé une centaine d'entreprises, je leur a demandé pourquoi elles étaient installées ici, et la plupart du temps, la réponse est d'une simplicité presque déroutante, c'est juste « j'avais envie de vivre ici ». Donc, on a des économistes, malheureusement, qui depuis 50 ans travaillaient sur coût du travail, coût du capital, présence des syndicats, etc., pour dire voilà pourquoi les entreprises s'installent ici. Et en fait, bah, c'est pas très cool pour eux, mais toutes les équations sont quasiment à mettre à la poubelle parce que la réponse principale sur pourquoi il y a une entreprise ici, en général, c'est parce que le chef d'entreprise a voulu s'y installer et derrière, les choses se sont faites. Alors, il y a bien sûr d'autres déterminants, mais c'est celui-là qui est le plus fort. Pardon, il y a une controverse entre économistes et géographes sur le fait est-ce que ce sont les gens qui suivent les emplois ou les emplois qui suivent les gens. Pendant très longtemps, c'était à peu près indiscutable, les gens suivaient les emplois. C'est ça l'exode rural, il n'y avait plus de travail à la campagne, il y avait du travail en ville. De plus en plus, le consensus va vers le fait que maintenant, les gens suivent les emplois. Jobs follow people, comme on dit, parce que quand on fait l'économie, il faut mettre un peu d'anglais, sinon c'est comme tout le monde. Je ne suis pas très sympa avec les économistes, mais c'est des gens. Donc jobs follow people, et donc ça change tout. Si vous prenez la vallée de la Drôme, par exemple, vous avez une renaissance en 50 ans qui est extrêmement spectaculaire et qui est quasiment uniquement liée. Je suis un peu sévère avec les habitants historiques de la vallée de la Drôme, mais la renaissance est quasiment faite qu'avec les néo-ruraux qui sont arrivés, qui ont recréé des entreprises, qui ont recréé des festivals, qui ont rouvert les écoles, et tout ça parce que ces gens-là, en général, arrivent avec un capital socio-culturel et un réseau important. C'est pas forcément des gens très riches, mais c'est des gens qui ont les moyens de choisir leur vie en général, et qui ensuite se sont fait un réseau en ville, etc., où ça peut aller taper à la bonne porte pour choper un financement, etc. Et petit à petit, et là, ça fait une renaissance d'un territoire. Et ce qui est et c'est là que ça devient décisif, c'est qu'en fait, ces gens-là arrivent et ils n'ont pas le complexe d'infériorité qu'ont beaucoup d'habitants historiques des campagnes. Et c'est là, moi, que ça me pose un problème, c'est que ces gens ne sont pas plus intelligents que la moyenne, ils sont juste décomplexés. Enfin, ils ont parfois un peu plus de réseau, etc. Ils ont parfois fait des études plus longues, mais pas toujours. Et surtout, la différence se fait sur les barrières mentales, je pense, que se mettent les gens malheureusement. Et donc, voilà, encore une fois, si on prend la vallée de la Drôme, on voit des résultats spectaculaires en 50 ans. Il n'y a pas que les néos, évidemment, qui changent la dynamique. Les vieux secteurs commencent à se réinventer, les vieux secteurs historiques des campagnes, et arrivent à capter une nouvelle clientèle. Alors évidemment, sur l'agriculture, c'est très clair, à la fois avec le bio, les circuits courts, et globalement
toute la mode des produits locaux qui s'est notamment développée pendant le Covid. Alors aujourd'hui, c'est 10% du marché, c'est pas grand-chose, sauf que ça se développe vite et que ça change tout pour un producteur en général. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en chiffre d'affaires, c'est pas très élevé, donc le chiffre d'affaires, c'est le prix de votre produit fois le nombre de produits que vous vendez, mais par contre, en valeur ajoutée, ce qui est la capacité à créer de la richesse par rapport à une ressource de base et par rapport à la vente finale, là, vous réaugmentez la valeur ajoutée, vous réintégrez de la valeur, et donc vous réintégrez du revenu pour vous. Et c'est ça qui est la force de ces petits circuits courts, du bio, etc. Et c'est la même chose pour les artisans, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre. Certains voilà, avaient des vieux métiers complètement déconsidérés qui aujourd'hui sont absolument tendance et qui ont réussi à ramener la valeur chez eux. Et puis le dernier secteur historique qui est bien sûr celui du bâtiment à la campagne, qui est quand même resté un secteur important parce que beaucoup de boîtes du BTP sont rurales initialement. Eh bien, il y a tout un enjeu qui est celui de la rénovation thermique. Et là, on est très mauvais globalement. Il y a des gisements qui se comptent en milliards d'euros qui sont à repenser et qui seront forcément favorables aux campagnes, à la fois du point de vue de la construction et des économies d'énergie. Je vais y revenir. Autre aspect, l'industrie, je ne vais pas faire très long parce que je vous ai déjà parlé des herbiers en Vendée, mais qui montre qu'une réindustrialisation est parfaitement possible en pas très longtemps. Les herbiers, c'était un territoire agricole catholique complètement pauvre il y a 70 ans, où les gens avaient des familles trop nombreuses pour arriver à les nourrir. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants d'agriculteurs qui n'arrivaient plus à se nourrir se sont dit « Ah, bah, je vais faire je vais fabriquer quelques outils dans mon petit atelier, ça fonctionne, je garde l'entreprise, j'embauche des gens, je la transmets à mon fils. » Alors c'est un peu père en fils. Mon fils, il a fait grandir, etc. Et en 4 générations, on a 41% d'emplois dans l'industrie aux herbiers et un territoire qui est parfaitement capable de lutter dans la mondialisation avec zéro autre facteur. Hein. Les paysages ne sont pas très beaux aux herbiers, c'est pas pour eux, mais par rapport à ici, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de grande ville autour, il n'y a pas particulièrement des banques plus solides là-bas qu'ailleurs, mais simplement, ils ont gardé le capital sur le territoire. Ils investissent dans leurs entreprises au lieu de les revendre à la première offre, et en 70 ans, ils ont industrialisé un territoire. C'est paraît long, mais à l'échelle de la France, c'est pas long du tout. Et puis, oui, l'autre aspect, évidemment, c'est que le gros de la désindustrialisation est derrière nous, et que jusqu'à la crise du Covid, on a connu, pour la première fois entre 2017 et 2020, on a connu 3 années de création nette d'emplois industriels, ce qui fait que seul des destructions moins des créations. Et donc, on avait enfin endigué la longue désindustrialisation qui nous a fait du mal pendant 40 ans. Alors, c'était très timide, ça ne veut pas dire que c'est encore gagné, mais on voit bien quand même que le gros est derrière nous et qu'aujourd'hui, on est plus à se demander comment est-ce qu'on va pouvoir relocaliser certaines activités, notamment sur les questions sanitaires qui sont particulièrement sensibles. 5e argument, les campagnes sont le pétrole de demain, c'est ce que je vous disais sur le chantier thermique. Bon, évidemment, les campagnes sont des lieux où l'énergie est potentiellement abondante. Potentiellement, quand je dis potentiellement, c'est parce que jusque-là, c'était pas très intéressant de faire de l'éolien, du solaire, du biogaz ou d'exploiter les forêts parce que le pétrole n'était pas cher. On vit dans une économie qui est basée sur le pétrole pas cher. C'est pas un peu hurler le pétrole pas cher quand il est à 1,50 €, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va connaître. On est quand même dans une économie où globalement on ne se pose pas la question du prix du pétrole. Je sais, il y a eu les gilets jaunes et tout ça, je me suis un peu là-dessus, je suis journaliste, mais quand même, c'est juste un petit signe avant-coureur d'un changement macroéconomique absolument fondamental. Et donc, tout ce qui était un peu sous-exploité va reprendre de la valeur. Et là, il y a un moyen de réconcilier les écolos les plus radicaux et les fanats de la croissance les plus absolus. C'est que si vous regardez ce qu'on fait, on importe 66 milliards en France, 66 milliards de pétrole, enfin de pétrole et de gaz chaque année. Donc, si je fais un calcul rapide, ça va faire à peu près 1 000 € par habitant et par an en France. C'est autant d'argent qui est balancé au Qatar et en Arabie Saoudite et qui ne rapporte strictement rien à part quelques raffineurs et quelques pompes à essence en France. Si on arrive à réintégrer un tout petit peu d'énergie ou à déconsommer
à la matière, eh bien, on fait des économies absolument spectaculaires. La vallée de la Drôme a calculé, la vallée de la Drôme dont je vous parlais tout à l'heure, a calculé qu'il dépensait 116 millions d'euros chaque année en importation énergétique. Vous enlevez juste 10%, vous avez déjà économisé 12 millions. 12 millions sur un territoire rural, vous faites quand même commencer à faire des choses. Sixième argument, l'économie résidentielle est sous-exploitée. Alors l'économie résidentielle, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de, voilà, je ne me refais pas, répondre à des besoins locaux. C'est 81% de l'économie, du potentiel économique du territoire. Alors d'où sort ce chiffre? C'est un calcul de Laurent Davzy qui a regardé sur 100 euros de richesse pour un territoire, sur 100 euros qui tombent sur un territoire, d'où viennent-ils? Et en fait, il aboutit au résultat qu'il y a seulement 19 euros qui viennent de la capacité des territoires à exporter leur richesse en dehors du territoire. Les fameux emplois productifs dont je vous parlais tout à l'heure. 19 euros sur 100. Le reste, c'est l'économie résidentielle, donc le boucher, le charcutier, le boulanger, etc. Et les revenus que les gens touchent en étant sur le territoire. Les retraités, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les navetteurs. Les gens qui vont travailler en ville la journée, qui reviennent le soir et qui touchent leur salaire dans leur village. Donc sur un territoire, 81% de l'économie, c'est des gens qui sont là. Or, beaucoup d'élus encore, et poussés à ça par les économistes notamment, sont focalisés sur la capacité à exporter des richesses et à attirer les entreprises des voisins, alors que 81% de leur potentiel économique est sous leurs yeux. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. La métropole de Lyon, le fleuron de l'économie française, exporte 70 milliards d'euros de richesse chaque année. Pas mal, 70 milliards. Mais Lyon en importe 80 milliards dans le même temps. Donc en fait, in fine, le bénéfice, enfin, la balance est négative. Et donc il y a tout autant à... Alors c'est très bien que Gérard Collomb était notamment un partisan farouche de l'attractivité, de la capacité d'attirer les entreprises mondiales pour parvenir à exporter. Il en faut, je ne dirais pas que l'économie résidentielle évidemment, mais oubliant quand même les 80 milliards qui partent, et dont une partie pourrait peut-être rester. Donc on a vraiment fermé les yeux là-dessus. Et puis, dans l'économie résidentielle, il y a aussi le tourisme, c'est classé là-dedans, donc je l'ai mis ici, mais la France est le premier pays, le pays le plus visité au monde, mais le 7e, je crois, en termes de dépenses touristiques montant dépensé par touristes étrangers. Donc on voit qu'on a 7 places à regagner si on voulait être vraiment des champions du tourisme, donc on exploite encore assez mal ce potentiel. Évidemment, on va parler du numérique et de la révolution du télétravail. Alors, il y a eu un tournant Covid, je ne sais pas à peine que je m'étende, vous l'avez tous vécu probablement d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne vois pas ça, je n'imagine pas des centaines de milliers d'urbains quitter demain les grandes villes pour s'installer à la campagne. En revanche, je pense que ça peut être une... Donc, si j'étais un maire rural, je ne ferais pas des grandes campagnes d'affichage dans le métro parisien pour dire venez ici. Voilà. Vous voyez que c'est un petit tacle à certains départements. Je pense que par contre, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques urbains qui vont arriver, et c'est tant mieux, c'est des nouvelles ressources pour le territoire, des nouveaux enfants dans les écoles, etc. Voilà, je pense que c'est pas non plus un potentiel énorme. En revanche, voilà, évidemment, ça pose la question de la couverture numérique qui est encore très inégale. Et je pense que là-dessus, autant il y a des thèmes où je suis assez négatif, assez pessimiste, autant je pense que sur la couverture numérique, on va aller vite dans les années à venir. Puisqu'on est sur le numérique et la question du télétravail, un mot quand même sur l'innovation, parce que le discours pro-métropolitain a toujours été oui, mais l'innovation, ça se passe dans les métropoles, et l'économie de demain, ce sera l'économie du numérique, l'économie de l'innovation, et ça se passe forcément à la campagne, en ville, pardon. Et non, en fait, des études ont montré que les boîtes rurales étaient tout aussi innovantes que les autres, et ça m'amène au point 8, qui est une des forces des campagnes, c'est évidemment le réseau d'acteurs qui se connaît mieux et qui est solide. Donc évidemment, les acteurs se connaissent mieux, quand on est moins nombreux, c'est plus facile. Alors, ça peut avoir des effets négatifs si on ne travaille pas en bonne intelligence, mais quand c'est le cas, évidemment, ça fonctionne mieux, et ça fait des choses très concrètes, c'est pas qu'un argument balancé en l'air, mais ça fait que les entreprises à la campagne sont plus stables, elles ont une espérance de vie plus longue que les entreprises urbaines. Alors on dira, oui, mais c'est un peu des gros paquebots qui pivotent pas, qui sont pas agiles. Vous savez,
le nouveau terme à la mode en management. Certes, elles sont moins agiles que les entreprises urbaines, sauf qu'elles ont une meilleure espérance de vie, à la fois pour les boîtes nouvellement créées et à la fois pour les boîtes reprises à la campagne, par rapport à celles qui ont été reprises en ville. Comment on explique ça? Eh ben, en bonne partie parce que les salariés sont plus stables, il y a moins de turnover à la campagne, ce qui fait une baisse des coûts d'ajustement, ce que les économistes appellent les coûts d'ajustement, c'est-à-dire en gros le recrutement et la formation des nouveaux salariés. Et contrairement, et donc c'est vrai qu'il y a un niveau d'éducation, un niveau d'études plus faible à la campagne qu'en ville, mais en fait les chercheurs montrent que les salariés à la campagne, comme ils restent plus longtemps dans les boîtes, ils développent tout un tas de compétences spécifiques qui sont pas forcément reconnues par des diplômes, mais qui, in fine, font que les boîtes sont plus durables. Et c'est quand même le résultat final le plus intéressant à mon sens quand même. Neuvième point d'optimisme, c'est la nouvelle génération d'élus qui arrive. Quand je dis nouvelle génération, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de mentalité, je dirais, enfin de croyances politiques, et notamment de croyances politiques sur la fameuse compétitivité, attractivité dont on parlait tout à l'heure. Hein, cette obsession pour attirer les entreprises des voisins et d'attirer les habitants des voisins pour croître, cette logique qui consistait à être un petit chef d'entreprise de sa commune, de sa communauté de communes, de son département, de sa région, et de la faire croître comme une entreprise, cette logique qui consistait à être en compétition avec les autres, a tendance à baisser. Vous avez le nouveau président de la métropole de Lyon qui dit « Je m'en fous de faire grossir Lyon, je m'inquiète parce que Roanne et Saint-Étienne perdent des habitants et que les habitants de Roanne et Saint-Étienne, quand non seulement soit ils partent, soit ils viennent tous les jours à Lyon travailler. Je trouve ça absurde d'un point de vue régional. Donc, je veux qu'on rééquilibre le territoire. Voilà. Hop, on avance. Et je crois que tous ces élus rouvrent les yeux sur les fameux 81% du potentiel économique qui sont sur les territoires. Voilà. Quand Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, dit ce qui m'intéresse, c'est que les Lyonnais vivent mieux, qu'ils puissent se trouver sur leur territoire tout pour se nourrir, vivre et tout bien en s'approvisionnant localement. Il parle de ces 81%-là, et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'exemples de maires ici et là, notamment j'en suis un dans mon bouquin qui s'appelle Jean Vogel dans les Vosges. Lui, il est dans un territoire qui va vraiment mal, enfin, pour le coup, désindustrialisation des prises agricoles, ce qu'on décrivait vraiment de façon violente, et qui, avec des trucs un peu malins sur éoliennes, chaufferie bois, village vacances retapé, maison de retraite relancée, centre de formation créé dans le village, dans un vieux bâtiment qui allait partir en ruine. En 20 ans, il a réussi à recréer une centaine d'emplois sur sa commune. Donc vraiment, en fait, je sais que la vie d'élu est compliquée, mais parfois ça a l'air simple, et je pense que, il y a des résultats spectaculaires dont les recettes sont presque... on se dit, mais en fait, mais oui, mais c'était évident. Moi, quand j'interroge Jean Vogel pourquoi il y a 100 emplois sur notre commune, il me dit juste du bon sens. Et le bon sens, c'était de rouvrir les yeux sur le fait que tout partait en ville. Le bois, il n'était pas du tout exploité. Les gens, ils partaient tout de suite en ville. Et leur capital, leur argent allait en ville, à Strasbourg, pour investir dans des petits studios, pour les louer très cher à des étudiants. Il dit, on était dans une situation de pays en sous-développement, en fait. On avait le capital qui partait, les gens qui partaient, et nos ressources qui n'étaient pas transformées sur le territoire. Et ben, si ces trois choses-là, on les rapatrie, ne serait-ce que 10% de ça, on le rapatrie, on a déjà créé une centaine d'emplois sur le territoire. Dernier motif d'espoir, je pense qu'on a un rééquilibrage rural-urbain en cours. Mon plaidoyer pour la renaissance des campagnes, c'est pas un plaidoyer anti-urbain, je pense qu'on a besoin de métropole. Il y a un discours anti-métropolitain qui est en train de se créer, notamment, puisque je dis du bien des écolos, je peux dire aussi du mal, chez certains penseurs écologistes qui ont tendance à décrire les métropoles comme responsables de tous nos maux, de toutes nos pollutions, etc. Non, je pense qu'on a besoin des deux et que c'est pas... Il y a la chercheuse Magali Talandier dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait des petits calculs sur si on retrouvait la même balance de la population française rurale-urbaine qu'on avait en 1850, donc je dirais en 1850, je sais pas, il peut y avoir à peu près 50% des gens à la campagne, 50% en ville. Si on retrouvait ça en quelques années, il faudrait construire 20 millions de logements à la campagne d'ici dans les 5 ans, quoi. Donc on n'a pas besoin de ça. On a besoin de villes qui sont plus apaisées, qui sont plus agréables à vivre et qui travaillent intelligemment avec des campagnes qui renaissent, mais
mais qui ne connaissent pas non plus une reprise trop forte. Ce que je veux dire, vous voyez très bien ce qui se passe sur le littoral, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous voyez très bien ce qui se passe en banlieue de Montpellier, vous voyez très bien comment l'urbanisation et le retour de bâton métropole vers les campagnes peut avoir comme conséquence sur l'agriculture, sur la biodiversité et sur le prix de l'immobilier. Et une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'effectivement les campagnes ne sont pas des territoires pauvres, mais sont des territoires modestes où des gens jusque-là vivaient globalement bien, avec bien sûr une situation d'extrême pauvreté, etc. Mais globalement on s'en sortait avec des petits salaires et un mode de vie assez modeste. Si demain, comme ça se passe sur les littoraux ou dans certaines vallées qui renaissent, vous avez des centaines d'urbains qui arrivent avec des gros moyens, très vite votre marché est complètement bousculé et vous vous retrouvez avec des gens qui étaient modestes et qui vivaient correctement, qui se retrouvent en situation de précarité ou dans des logements comme dans les logements les plus insalubres ou les plus mal isolés, etc. Donc on a besoin, à mon avis, on a un rééquilibrage qui se fait naturellement et c'est très positif, mais attention à ce que ce ne soit pas trop violent. Donc c'est pour ça que moi les politiques d'attractivité m'inquiètent un peu, parce que je ne voudrais pas qu'on ait des centaines de milliers d'urbains qui débarquent demain à la campagne et qu'on oublie du coup les habitants historiques qui ont, bon an mal an, tenu les territoires quand ça allait moins bien. Et donc tout ce qui va vers un dialogue des territoires est forcément positif. Et la bonne nouvelle, c'est que si les campagnes prennent conscience de leurs atouts, je pense qu'elles iront dialoguer avec les métropoles sur un pied d'égalité, fières de ce qu'elles ont et conscientes de leurs limites, comme les villes, qu'on ne sera pas dans une relation de dépendance hiérarchique, comme on l'a vu avec la définition de l'INSEE du début, vous voyez, où le centre c'est la métropole et où les campagnes sont un peu le malade qui vient au chevet et qui dit s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Voilà. Bon, et une conclusion extrêmement rapide, la bonne nouvelle, c'est que le principal carburant de développement, il est présent dans tous les territoires, c'est le fait que les gens ont envie de vivre là. Dans mes reportages, il y a un mec qui m'a dit un truc super intéressant, il m'a dit « Je suis fasciné par le nombre d'endroits où je ne vivrai pour rien au monde, mais où les gens qui y vivent n'en partiraient pour rien au monde. » Et en fait, ça c'est le principal carburant des territoires. À partir du moment où vous avez des gens qui sont là et qui veulent rester, vous pouvez reconstruire le territoire, il y a des centaines d'exemples. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aucun territoire n'est condamné. On l'a vu, ma fameuse diagonale Cherbourg-Genève, l'Est de la France hier, fleuron français aujourd'hui en crise, les régions du Sud-Ouest hier, on ne savait pas qu'est-ce qu'on en ferait il y a 100 ans, aujourd'hui c'est le nouveau poumon économique de France. Donc voilà, faut prendre un peu de recul historique et avoir la mémoire des choses, et ça plaide pour n'abandonner aucun territoire, parce que pour qu'un territoire reparte, on l'a dit, il faut un maillage minimal. Et si aujourd'hui on se dit « Ah ouais, mais eux, c'est un peu les poulets qui handicapent la croissance », comme on l'entendait un peu dans les années 2010, en fait, on va se retrouver dans 100 ans. Qui sait ce qui va se passer dans 100 ans? Est-ce que les territoires au sud de Clermont-Ferrand ou au sud d'Orléans seront encore vivables avec le changement climatique? Moi, j'en sais rien. Mais je sais que si on a abandonné toute la région des Vosges et qu'il n'y a plus rien, c'est perdu pour le coup pour longtemps. Et donc pour que ces territoires se pensent par eux-mêmes et se développent par eux-mêmes, importance de mettre les acteurs autour de la table et que les élus deviennent un peu des super animateurs du territoire, que ce soit plus les petits chefs, les mini-chefs d'entreprise, comme je parlais, comme je l'écrivais tout à l'heure, mais des gens, des facilitateurs en fait. Et vous savez très bien, souvent les choses se font, il suffit d'être là au bon moment, de faire rencontrer les bonnes personnes pour qu'un projet qui est stagné aboutisse. Je vais très vite. Voilà. Et donc le dernier mot, c'est la partie la plus passionnante de tout ce sujet. C'est que comme aucun territoire n'est condamné, on peut tout créer, mais c'est pas facile de valoriser des ressources. Et si vous avez envie de me poser une question sur le fromage, j'y répondrai avec plaisir pour avoir le temps de faire le dernier point.